sont passés les Aigues-Mortais? Les Aigues-Mortais, ils sont à la salle Nicolas Lasserre pour tirer les théâtres de la fête votive. Il y a eu 151 inscrits. Il y a 106 places de théâtre. Donc, une place attribuée automatiquement à l'Istel. Il y aura donc 46 blancs. Ils tireront au sac sans les blancs. Ils auront une place automatiquement. 73, Monsieur Bernard Pougin. Monsieur Bruno Trouillet. Les premiers théâtres étaient constitués par des charrettes, des barriques. Le terme de théâtre désigne un échafaudage de planches faisant des gradins sur lesquels les familles, les spectateurs vont s'asseoir pour assister aux courses camarguaises. Ces théâtres forment des arènes provisoires pour la durée de la fête au rempart sud d'Aigues-Mortes. En occitan, le plan est une surface plate, un endroit bien lisse, un lieu très plat. Avviso da testa? La fête d'Aigues-Mortes, c'est sans aucun problème la première manifestation locale et je dirais régionale. C'est une tradition ancestrale très vieille de voir après la récolte de la vigne, après la récolte du sel, les gens se reposer et participer à cette manifestation.
Une exploitation salinière est une surface plane et horizontale constituée d'un sol aussi imperméable que possible sur lequel l'eau de mer arrive, naturellement ou par pompage, pour en recouvrir sous faible épaisseur la plus grande partie. La vocation salinière d'Aigues-Mortes remonte à l'Antiquité. Le climat, avec peu de pluie, le vent permettait donc de récolter du sel. Donc les Grecs ont commencé, puis les Rhodiens. Et puis après, alors, les salins de Péquet. Pourquoi Péquet? Parce qu'il porte le nom d'un ingénieur romain qui s'appelait Pessius et qui a créé les salins qui ont été exploités à toutes les époques et à tous les siècles. En 1856 est fondée la Compagnie des Salins du Midi, aujourd'hui connue sous le nom de Salins. Le site d'Aigues-Mortes est dédié à la culture d'un sel de mer de qualité, essentiellement destiné à l'alimentation. Produit au cœur d'une nature sauvage, il est ensuite récolté. Le Salin s'étend sur une longueur de 18 km du nord au sud et sur une largeur de 13 km d'est en ouest. Plus de 340 km de routes et chemins sillonnent ces 10 800 hectares, soit une superficie légèrement supérieure à celle de la ville de Paris. Avant la mécanisation, aujourd'hui le sel se ramasse avec une grande machine et très rapidement. Mais au XIXe siècle, le sel se ramassait à la pelle. Cette pelle qui a été réalisée par les salins du Midi spécialement pour ramasser le sel. C'est-à-dire elle était plate, elle se glissait sous la couche du sel. Mais comme cette pelle ne ramassait pas assez de sel, ils ajoutaient ce grillage de façon à remplir leur brouette plus rapidement. Le sel se ramassait avec la brouette. Il fallait la monter jusqu'au sommet du stockage, de la camelle qu'on appelle. Et comme à cette époque, il n'y avait pas encore des échelles mécaniques, comme vous voyez sur la photo, il fallait monter sur une planche, monter la brouette pour la vider sur le stock. C'était un travail de forçat, croyez-moi. Là, vous avez un outil assez particulier. C'est une masse qui servait parce que, de temps en temps, il fallait réparer les bordures des tables salantes, des cristallisoirs qu'on appelle, c'est-à-dire là où se fabrique le sel. Donc, il fallait planter des piquets et puis, entre chaque piquet, on mettait des planches ou même des joncs. À une époque, c'était des joncs qu'on mettait. Donc, quand on plantait un piquet, quand il était encore assez haut, la masse était comme vous la voyez là, avec 4 bonhommes qui tapaient sur le piquet. Et lorsque le piquet arrivait à mi-hauteur, on la retournait et c'était cette face qui permettait, toujours avec les 4 bonhommes, de finir de planter les piquets qui restaient à une hauteur de 50 cm environ pour continuer la réparation des cristallisoirs. En mars débute la mise en eau du Salin. L'exploitation est mise en eau grâce à une station de pompage située à 12 km au sud de l'entrée du Salin. Elle est composée d'un canal la reliant à la mer et d'un groupe de 5 pompes totalisant un débit de 45 millions de mètres cubes d'eau de mer. Sous la conduite des sauniers, véritables agriculteurs de la mer, ces eaux, au fur et à mesure de l'évaporation sous l'effet du soleil et des vents, circulent sur 136 bassins totalisant une surface de 7500 hectares. Ceinturée par plus de 450 km de digues, l'eau passe de 29 grammes de sel par litre en mer à 260 grammes à l'entrée des cristallisoirs. En été, sur le Salin d'Aigues-Mortes, lorsque le vent cesse de souffler, des millions de cristaux de sel se forment à la surface de l'eau pour donner naissance à la fleur de sel de Camargue. À l'époque de la gabelle et jusqu'à une période récente, sa consommation était le privilège des sauniers et des propriétaires des salins.
La culture de la vigne dans le Sable de Camargue est très ancienne. Nous retrouvons ainsi des lettres de 1406 et de 1431 émanant de Charles VI et Charles VII. Ces premières attestations réglementent la vente de vin sur le territoire d'Aigues-Mortes, capitale des vins des sables. L'apparition du phylloxéra n'a pas entravé la culture du vignoble. Bien au contraire, grâce au terroir sableux du vin des sables, la vigne a résisté à l'insecte ravageur. L'Institut français de la vigne et du vin est entre autres le centre de sélection de la vigne en France. Donc il existe depuis maintenant une cinquantaine d'années. Et ça fait donc 50 ans que l'on sélectionne du matériel végétal vigne pour fournir aux vignerons partout en France. Nous avons donc ici sur place le conservatoire national qui préserve toutes les sélections obtenues en France depuis près de 50 ans. Et donc c'est un bien précieux puisque dans la mesure où c'est à partir d'ici que le matériel est fourni à tous les vignerons de France, quelles que soient les régions. Donc le cépage roi reste quand même le grenache, sous différentes formes, le grenache noir, le grenache gris essentiellement, qui peut permettre d'obtenir des vins très typés, très particuliers et très spécifiques de la région des vins de sable. Il existe également d'autres cépages qui sont autorisés, bien entendu, au niveau de l'encépagement des vins des sables. Ça peut être la Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, il existe le Cinsault, le Carignan. Il y a un certain nombre de cépages qui ont tous des caractéristiques un peu différentes et qui permettent d'obtenir des vins toujours très typés par le terroir, mais avec certaines nuances propres au cépage. Le rayonnement solaire augmente l'oxydation du vin et dégrade les raisins. On commence donc les vendanges vers 20 h et on s'arrête généralement vers midi. L'avantage est qualitatif. Vendanger de nuit, c'est compliqué et plus coûteux, mais le vin sort beaucoup moins amer, plus fin et bien plus coloré. C'est un flot continu de tracteurs et de remorques remplis de raisins tout juste vendangés qui arrivent à la cave coopérative. Les remorques sont pesées. Une sonde plonge dans les grappes de raisins afin d'en mesurer immédiatement le degré d'alcool. Ensuite, les vignerons conduisent leur tracteur au pressoir et y déversent leur récolte. Si les vignes sont vendangées le jour, lorsque le mercure indique 25 ou 30 degrés, l'équipement réfrigérant de la cave coopérative permet de faire baisser la température de fermentation à 16 degrés. Lorsque l'hiver est bien installé, le vigneron taille ses vignes. C'est une opération destinée à éviter la croissance démesurée pour réguler la production des raisins en qualité et en quantité. Au début de la civilisation, les hommes se contentaient de cueillir les raisins, puis après observation de dégâts provoqués par les animaux sur les sarments,
on s'aperçut vite que les grappes étaient plus grosses et plus sucrées l'année suivante. L'homme à son tour essaya de limiter le développement de la vigne en enlevant chaque hiver une partie des sarments. Por un amor de una mujer, si sabes si comprender, por un amor de una mujer, yo quisiera comprender, por un amor de una mujer, yo me voy para La Habana, si sabes si comprender, yo me voy para La Habana. Je suis manadier, comme mon grand-père qui est le marquis Folco de Baroncelli. Je suis la troisième génération dans ce milieu de manadier. Depuis ma tendre enfance, j'ai vécu au Sainte-Marie-de-la-Mer dans ce cadre merveilleux de la Camargue, parce que c'est ma mère et mon père qui ont repris la manade de mon grand-père et qui ont continué l'œuvre de mon grand-père. Mira como soy gitano, mira como soy gitano, cada vez que yo te hablo tú me tienes que escuchar. Yo me siento triste solo, yo me siento triste solo. Mira como yo te busco, gitana mía, gitana mía. Mon grand-père disait que tous ces gardiens qui montaient à cheval dans les taureaux, c'était des gens qui étaient plus ou moins bien habillés. Et il a dit, je vais créer la nation gardienne. Il voulait que tous ces cavaliers deviennent un peu des chevaliers. Ce sont des gens qui vont défendre une cause. Donc je veux que ce soit des chevaliers. Et il a créé, en 1905, la nation gardienne qui continue toujours, qui est toujours présente partout. La Coupe au Santo, écrit par Frédéric Mistral, est devenue l'hymne de la nation gardienne. Mon grand-père, en 1905, a rencontré les Indiens, le cirque de Buffalo Bill, parce que le Wheelway Show. En 2006, il y a eu les descendants justement de Jacob Bataille qui sont venus en France et ont cherché à me rencontrer parce qu'ils voulaient revoir les descendants de Baroncelli. Il est venu sur le tombeau de mon grand-père, il a honoré la tombe et a dit vous êtes notre grand-père Baroncelli, on l'appelait Zitkala Ouesté, l'oiseau bon, l'oiseau fidèle. On va vous donner un nom indien. Donc ils m'ont donné un nom indien, Zitkala Ouetika, l'oiseau qui va de l'avant. Donc la relation qu'il y a eu entre les Indiens et mon grand-père est très forte parce qu'il est mort, mais il est toujours là. Toujours là parce que partout où on va, soit en Provence, soit en Languedoc, on parle toujours de Baroncelli parce que Baroncelli c'est celui qui a tout inventé, qui a tout fait pour la tradition, le maintien du costume provençal, pour tout ce côté, les jeux gardiens, tout ça, c'est lui qui a créé toutes ces traditions qui aujourd'hui continuent comme s'il était là. Et chaque fois qu'on parle de fête, on parle de jeux, on dit toujours le nom de Baroncelli toujours en avant.
fête locale d'Aigues-Mortes est tellement ancrée dans les traditions qu'on ne peut pas s'en passer. Alors dites à un Aigues-Mortais, moi la fête locale ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas, cette réponse vous ne l'aurez jamais. Tout débute le matin, lorsque les familles, les amis, se rendent au pré, lieu de triage des taureaux par les gardiens. Ici et là, des feux de camp sont allumés. Chaque famille fait griller des saucisses tout en dégustant, avec modération, du vin des sables. La fête n'oublie pas les enfants. Une journée leur est entièrement consacrée afin de les initier aux traditions camarguaises. Et ici, les enfants sont des pékélés. Le mot pékélé prend probablement ses origines en espagnol, pequeño. Il désigne du coup à la fois le petit entre 0 et 12 ans, le petit enfant, et également se dit sous forme d'adjectif pour quelqu'un qui est petit de taille, on dira qu'il est pékélé. J'aime pas les taureaux, mais j'aime bien les chevaux. Et fais un bisou à ma maman parce qu'elle me voit pas. Les pékélés vont aussi découvrir la tradition avec les costumes du siècle dernier durant la journée à l'ancienne. La journée à l'ancienne est toujours une réussite. Chaque famille, chaque participant va mettre un point d'honneur à faire revivre le passé avec nostalgie et plaisir. Cette journée à l'ancienne est devenue, au fil des années, un moment important et incontournable de la fête et du déjeuner au pré. L'histoire culturelle de la Petite Camargue est liée à la nature de son sol. Ce territoire est vaste, couvert de marais et d'étangs dans sa partie la plus basse, et de terrains souvent inondés par des eaux saumâtres. Seuls des animaux sauvages et robustes occupent ces terres inhospitalières. Le taureau et le cheval de Camargue les habitent depuis la nuit des temps. Inadaptés à l'agriculture, ils ont trouvé leur salut dans le jeu avec les hommes. Tous les matins, pendant le déjeuner au pré, les gardiens effectuent le tri des taureaux. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leurs aptitudes à assurer le spectacle des courses camarguaises. Les autres, après 3 ans, partent dans le circuit alimentaire comme tous les autres bovins. C'est des taureaux que l'on va obtenir non pas en les dressant, mais en faisant de la sélection. On élève des taureaux pour faire les cocardiers, ces taureaux qui courent dans les arènes avec les cocardes sur les cornes et les raseteurs qui passent à leur tête pour essayer d'enlever ces cocardes des primes qui sont fortement primées. Toutes nos bêtes, que ce soit des mâles ou des femelles, on est obligé de les garder jusqu'à l'âge de 3 ans, l'âge où vont commencer à courir dans les arènes, l'âge où va commencer notre sélection. Après le tri des taureaux au pré, il faut les conduire au plan. À Aigues-Mortes, le parcours fait traverser aux animaux et aux gardiens le canal du Bourgidou.
L'un des moments forts de la fête, c'est la gaze, qui s'écrit G-A-S-E, qui vient du provençal gaza, qui signifiait passer à gué. Donc c'est un moment très spectaculaire puisqu'il s'agit de faire traverser un cours d'eau, en particulier des roubines, à des troupeaux de taureaux, donc menés par un cheval devant. C'est particulièrement spectaculaire à Aigues-Mortes puisque les rives du Bourgidou sont très abruptes et que le cours d'eau à cet endroit-là est profond. Ainsi, pour les passionnés de tauromachie camarguaise, cet abrivado, pas comme les autres, est un grand moment. L'été à Aigues-Mortes est une période touristique et la gaze, un spectacle magnifique, est présenté. Cela est indirectement un bon entraînement pour les chevaux et les gardiens. À cet exercice difficile, il est nécessaire d'entraîner les hommes et les animaux comme des sportifs de haut niveau, dans le but premier de ne pas blesser les gardiens et les chevaux. La gaze se terminant, la foule comblée par ce spectacle unique va se placer sur le parcours de l'abrivado. En Camargue, on a ces traditions d'abrivade de bandides qui se pratiquent toujours aujourd'hui avec des taureaux mâles. Ce sont de vieilles traditions. C'est à l'époque où il n'y avait pas de moyens de locomotion pour mener nos taureaux jusqu'aux arènes, lorsqu'il n'y avait pas de camion. C'était donc les cavaliers qui le matin partaient des pâturages en encadrant les taureaux de la course avec leurs chevaux et qui les conduisaient jusqu'aux arènes. L'abrivade, on dit aussi l'arrivée, ça vient du gaulois, ça désigne la force, l'empressement. Et ça a donné en ancien occitan l'idée de précipitation, de force, de vivacité. On disait ça parce que quand les cavaliers amènent le taureau à l'arène, eh bien, ils le font au galop, puisque le jeu, dans les traditions taurines les plus ancestrales, c'est de faire échapper le taureau. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces convois traversent le village au grand galop. Aujourd'hui, cette tradition continue toujours. Seulement, pour faire cette tradition, on ne va plus prendre les taureaux de course. On va prendre des taureaux d'un caractère beaucoup plus calme. Donc, ces taureaux qui ne correspondent pas à la course camarguaise. Et ces taureaux-là, on va les convertir en taureaux qu'on appelle pour faire les abrivades.
Et ces taureaux-là vont bien sûr participer aux abreuvages bandides lors des fêtes locales. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les organisateurs et la municipalité vous informent que dans quelques minutes, un lâcher de taureaux sauvages, encadré par des chevaux, aura lieu sur ce parcours. Le début et la fin de la manifestation seront annoncés par un tir de bombe. Vous êtes priés de rester derrière les barrières de sécurité. Toute entrave matérielle au passage des cavaliers est interdite. Et toute personne s'engageant sur le parcours le fait à ses risques et périls et sous sa propre responsabilité. Si je remontais un peu dans la tradition, vous verriez qu'autrefois, les taureaux étaient lâchés, mais ils étaient lâchés sans aucune protection. Et l'intérêt de cette manifestation, c'est que des gens qu'on appelle des attrapaires essaient de faire échapper les taureaux qui sont entourés par les cavaliers. La notion de danger n'existait pas, si vous voulez, c'était la notion de, j'allais dire, c'était la joie qui se défoulait. Moi, par 2 fois, j'ai été mis en examen. On avait eu 3 affaires, une au Sainte-Marie-de-la-Mer et une à Saint-Rémy-de-Provence. Et ces morts, ces 3 morts, ont déclenché une série de décisions de la part des officiels, de la part de la préfecture, si vous voulez, de la part de la gendarmerie, de la part de la justice, qui amènent aujourd'hui à prendre des précautions de plus en plus draconiennes et qui enlèvent une partie du caractère intéressant de la manifestation. Toute cette manifestation juridique qui se pose aujourd'hui ne se posait pas. Le service départemental incendie et de secours du Gard met en place pour toute grande manifestation taurine un dispositif prévisionnel de secours, c'est-à-dire un DPS, qui permet une mise en place de moyens de secours adaptés pour ce type de manifestation. Donc à ce jour, toute la semaine de la fête, les pompiers, avec la gendarmerie, cette année c'est la Croix-Rouge qui intervient avec nous, sont partenaires, disons, de cette grosse manifestation. Nous sommes appelés plutôt pour 2 types de blessures, donc soit les blessures de la pathologie quotidienne nocturne, soit les blessures par taureaux, chevaux, et effectivement c'est fréquent sur les plans. Dans la plupart des cas sans gravité, malheureusement il y en a quelques-uns qui sont sévèrement blessés. Pour cette année, heureusement, à 2 jours depuis le début, nous n'avons pas eu de blessés graves, nous n'avons eu que des blessures légères. Pour ce qui concerne les cavaliers, heureusement, lors des abrivados, c'est plus rare, mais c'est arrivé, nous ne faisons pas que quelques mortes, nous avons avoir des blessures extrêmement graves, des gens qui sont inattentifs, qui tournent le dos et qui ne pensent pas qu'il y a un taureau qui puisse s'échapper. Et ça, malheureusement, nous le voyons régulièrement dans l'année. Mais de notre côté, lorsque la ville était en fête, il y a une 50aine d'années, cette fête, elle était réservée surtout aux habitants qui connaissaient les habitudes et quelques invités qui venaient des villages voisins. Mais dans ces villages voisins, on connaissait aussi les traditions, on connaissait les dangers. Or aujourd'hui, une ville comme Aigues-Mortes, qui est fréquentée par un nombre de touristes important, elle ne peut pas se permettre de rester comme elle l'était il y a 50 ans au niveau de ses traditions. Ainsi, lorsque vous regardez aujourd'hui des abrivades ou des bandides, vous apercevez sur le parcours des Japonais, des Autrichiens, des Allemands, bref, tout un tas de gens étrangers qui considèrent qu'ils voient passer une bête, qui ne connaissent pas le danger, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas plutôt que c'est une bête sauvage, et croyez-moi, là, le danger est réel. C'est donc dans plusieurs langues européennes qu'un message de prudence est diffusé dans toute la ville. Ladies and gentlemen, your attention please. Achtung, Achtung, Durchsage. Toros bravos sueltos por las calles acompañados por jinetes. N'hi ha che poden escapar. Se vos pa que la banda di viol che faguesse mal, resta per un stau. Maintenant que toutes les mesures de sécurité ont été prises, place au jeu camarguais qui se déroule sur les arènes improvisées du plan d'Aigues-Mortes. Alors que les taureaux de la Brivado ont traversé la ville avec les gardiens, ceux qui sont destinés au jeu, plus fougueux, arrivent en camion communément appelé char.
course camarguaise présente moins de danger pour l'homme que la corrida, il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir des blessures. Ce sport se pratiquant à haut niveau. Seul l'animal est acclamé. Après les jeux taurins riches en émotions, les spectateurs vont se placer sur le parcours de la Bandide. Le mot bandide est un faux ami, il ne vient pas de l'espagnol comme on pourrait le croire, il vient en réalité du gothique. Ça signifiait donc déployer un étendard, une bannière qui permettait de se reconnaître pour les groupes. Et donc ça a dérivé en ancien occitan sur l'idée de groupe, de troupeau. On suppose donc que la bandide était le moment où on relâchait les troupeaux de taureaux au pâturage. Mais avant la bandide, les voitures de fête se préparent à circuler sur le parcours. La fête d'Aigues-Mortes perdure avec sa jeunesse respectueuse des traditions. Sans oublier bien sûr leur mythique et indispensable voiture de fête. À présent sur le parcours, tout le monde est attentif. Les pénats interprètent des airs de fête, les spectateurs sont massés, la bandide peut commencer. Allez, troisième tour de la regardez à Mathieu, Chloé et Gervais. Elle le dirait de la force de la bandide, la réflexion de Gros Matronnière. Il a tourné. Pendant qu'une grande partie des spectateurs assistent aux courses camarguaises, les Aigues-Mortais ont instauré depuis la nuit des temps l'incontournable repas de classe.
Le repas de classe, c'est une tradition purement aigues-mortaise qui consiste à fêter toutes les personnes de la même classe, de la même année, qui ont suivi les mêmes cours à l'école et autres. Et on se réunit donc à partir des 20 ans et de toutes les 5 années, on se réunit et on fait une journée ensemble. C'est-à-dire ça commence au pré le matin, l'apéritif, le repas, et jusqu'à ce qu'on puisse tenir en fait. Et on accepte aussi les nouveaux arrivés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés, qui n'ont pas fait leur classe à Aigues-Mortes, mais qui viennent s'installer ici, et s'ils sont motivés pour venir, ils sont les bienvenus. Et voilà, en fait, moi je pense que c'est assez bien résumé, non ? La fête bat déjà son plein, mais c'est la nuit qu'elle va prendre toute son ampleur. Bon, ça on est content de l'abri. Sur la fête des Aigues-Mortes, comme dans toutes les fêtes aux alentours, tout l'été, nous avons un dispositif de sécurité à la fois la journée et la nuit. Donc en journée, on sécurise ce qui est les abrivades et les bandides pour éviter qu'il y ait tout incident autour des taureaux qui sont quand même dans les rues, ce qui peut revêtir un caractère un petit peu dangereux. On est sur Aigues-Mortes aux alentours du plan, puisqu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient des alentours, la fête étant un petit peu décalée après la saison, en octobre, comme au Gros du Roi en septembre. Et la nuit, on fait une sécurisation surtout intramuros, où il y a quand même beaucoup de commerces, de bars, de restaurants. Et comme vous le voyez ici derrière moi, le dispositif surtout le week-end pour vérifier que les gens prennent le volant sans alcool.
Il est 5 heures. Aigues-Mortes s'endort. La place Saint-Louis a mauvaise mine. La tour de Constance est bien dressée entre le jour et la nuit. Dans une année, les taureaux et les gardians seront une nouvelle fois les rois de la ville en fête. À Aigues-Mortes, il existe une tradition, celle du revivre. Le revivre, c'est tout simplement la même fête le week-end suivant.